Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé aujourd'hui à la commune Sidi Hajjaj Ouad Hsar, à la province de Mediouna, région Casablanca-Stade, au lancement des travaux de construction d'un complexe régional d'accueil et de réhabilitation psychosociale des personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques. Le site sera réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour un investissement global de 300 millions de dirhams. Ce projet solidaire illustre une nouvelle fois l'intérêt particulier qu'accorde le souverain à la promotion du secteur de la santé en général et de la santé mentale en particulier. Il aura pour mission l'accompagnement des patients durant le processus de stabilisation et de rétablissement par le biais de la remédiation cognitive, de psychothérapie spécifique et d'activités occupationnelles. La structure assurera ainsi l'accueil et la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux en leur offrant des services de réhabilitation psychosociale et des formations adaptées pour leur permettre d'acquérir des compétences spécifiques dans l'optique de leur réintégration sociale et professionnelle. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité visant à soutenir le secteur médical national à travers le renforcement de l'offre de santé existante, l'amélioration de l'accès aux soins pour les populations vulnérables et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients et des bénéficiaires. Il vient conforter également les efforts déployés par la Fondation Mohamed V pour la solidarité afin d'apporter de l'aide aux populations touchées par une fragilité matérielle ou morale, vivant en situation précaire ou de relative exclusion, notamment les personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques. La Fondation met ainsi en œuvre des mécanismes de soutien de proximité adaptés aux personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques, accueil, écoute, encadrement éducatif et social, traitement, renforcement des compétences. La Fondation prend en compte différents leviers d'action et niveaux d'intervention tout en veillant à réduire l'isolement social des personnes cibles. Également à améliorer leurs conditions de vie et à encourager leur autonomisation. Le complexe régional d'accueil et de réhabilitation psychosociale des personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques, qui sera réalisé sur un terrain de 8 hectares, se composera d'un centre d'hébergement d'une capacité de 396 lits, dont 84 pour femmes, et d'un pavillon dédié aux ateliers thérapeutiques et à la formation, abritant des salles de groupe de parole, du psychologue, du psychiatre, de sport, d'ergothérapie, d'observation et de repos, de coiffure, des espaces de formation ainsi que des ateliers de peinture, de musique et de théâtre, en plus d'une bibliothèque. Il comprendra aussi un pôle santé comportant des salles de psychoéducation et d'éducation thérapeutique, de consultation en médecine générale, de psychiatrie, de psychologie, de soins dentaires et d'observation. Un pavillon logistique, cuisine, réfectoire, buanderie, une ferme pédagogique, des terrains de sport ainsi que des dépendances administratives. Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 24 mois, est financé dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation Mohamed V pour la solidarité, le ministère de la Santé et de la Protection sociale,
Le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, le Conseil de la région de Casablanca-Stade, le Conseil préfectoral de Casablanca, le Conseil provincial de Médiouna, le Conseil de la ville de Casablanca et l'Initiative nationale pour le développement humain, préfecture de Casablanca. Ce complexe dont la gestion sera assurée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale avec le concours du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille viendra s'ajouter aux multiples actions et initiatives menées par la Fondation sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI au niveau de la région de Casablanca-Stade, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations en situation de vulnérabilité. Nous y reviendrons pour plus de développement dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité nationale, plusieurs villes du Royaume sont le théâtre depuis 4 jours de manifestations menées par des jeunes citoyens. Ces mobilisations ont largement relayé sur les réseaux sociaux, ont donné lieu à des rassemblements dans les espaces publics, des protestateurs réclamant une justice sociale. En réaction aux dernières évolutions, le ministère de l'Intérieur a indiqué par la voix de son porte-parole que les forces de l'ordre ont mené hier, mardi 30 septembre, plusieurs opérations et interventions légales dans certaines régions du Royaume. Selon Rachid El-Khelfi, ces opérations ont été menées avec l'objectif de préserver la sécurité et l'ordre public tout en veillant à gérer les protestations. Les développements du communiqué en compagnie de Nisr El-Hamdawi. Les forces de l'ordre ont mené hier, mardi 30 septembre 2025, dans certaines régions du Royaume, plusieurs opérations et interventions légales pour préserver la sécurité et l'ordre public, tout en veillant à gérer les protestations d'une manière à garantir l'ordre public d'une part et la prévention de toute menace à la sûreté et la sécurité des citoyens d'autre part, outre la prise de toutes les mesures nécessaires pour la préservation des droits et libertés individuelles et collectives. Certaines de ces formes de protestation ont connu une escalade dangereuse ayant porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public, après que ces protestations se sont transformées en attroupements violents dans lesquels un groupe de personnes a fait usage d'armes blanches, de cocktails Molotov et de jets de pierre. Cette escalade a fait jusqu'à hier soir 263 blessés de divers degrés parmi les éléments des forces de l'ordre et 23 autres personnes. Une d'entre elles a nécessité un suivi médical à Oujda. Ces incidents ont même entraîné le déclenchement d'incendies et de graves dégâts sur 142 véhicules des forces de l'ordre et 20 autres de particuliers. Les protestataires ont fait irruption dans plusieurs administrations, établissements, agences bancaires et locaux commerciaux où ils ont procédé à des actes de pillage et destruction à Aït Amira dans la province de Chouka Aït Baha, la province d'Inzgan Aït Melloul, Agadir Daoutanan, Tiznit et Oujda. Pire encore, certains protestataires à Oujda ont bloqué le passage d'une ambulance de la protection civile qui devait porter assistance et évacuer les blessés. Pour détailler ce qui précède,
Au niveau de la préfecture d'Inzgan Ait Melloul, 69 éléments des forces de l'ordre ont été blessés et 3 véhicules des forces de l'ordre et 4 voitures de particuliers ont été endommagées. Outre les dommages portés à 3 agences bancaires, une agence d'assurance et une pharmacie et des commerces. Au niveau de la préfecture d'Oujda Engad, 51 éléments ont été blessés, 40 véhicules et 2 commerces ont été endommagés. Dans la préfecture de Srirat Mara, 44 éléments blessés, 47 véhicules des forces de l'ordre et 13 voitures de particuliers endommagées. Au niveau de la province de Bni Mellal, 28 éléments blessés et 7 véhicules des forces de l'ordre endommagés. Dans la province d'El Rachidia, 13 éléments blessés et 8 véhicules endommagés. Dans la province de Berkane, 10 éléments blessés et 12 véhicules des forces de l'ordre endommagés. Dans la province de Tiznit, 8 éléments ont été blessés et une voiture d'un particulier endommagée. Au niveau de la province de Qnitra, 8 éléments ont été blessés. Province de Chokait Baha, 5 éléments blessés et 12 véhicules des forces de l'ordre et un autre véhicule d'un particulier endommagé. Dans la préfecture de Rabat, 5 éléments blessés. Au niveau de la province de Guilmim, 5 éléments blessés et un véhicule endommagé. Dans la province de Nador, 4 éléments blessés et 10 véhicules des forces de l'ordre endommagés. Dans la province de Khnefra, 4 éléments blessés. Préfecture de Meknès, 4 éléments blessés et un véhicule des forces de l'ordre endommagés. Et au niveau de la province de Ouarzazate, 2 éléments ont été blessés. Dans la préfecture de Casablanca, 2 éléments blessés et un véhicule d'un particulier endommagé. Au niveau de la province de Teroudant, 1 élément blessé et une voiture d'un particulier endommagé. Les individus ayant persisté à transgresser les dispositifs sécuritaires ont été traités conformément à la loi. Certains d'entre eux ont été soumis aux procédures de vérification d'identité sous la supervision du parquet avant d'être relâchés immédiatement après achèvement de la procédure juridique, alors que 409 autres ont été placés en garde à vue sur instruction du parquet général compétent. Certaines régions du royaume ont connu ces derniers jours des manifestations et attroupements non autorisés sur la voie publique, et ce en réponse à des appels d'origine inconnue lancés sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser ces attroupements dans le respect total des dispositions juridiques et des règles professionnelles qui régissent leur travail. Les autorités publiques ont été et demeurent toujours engagées à accomplir leurs devoirs dans un esprit de responsabilité afin de préserver l'ordre public et garantir l'exercice des droits et libertés, y compris la liberté de manifester pacifiquement dans un cadre légal et juridique. Le ministère continuera à prendre avec toute responsabilité institutionnelle les mesures de protection de la sécurité et de l'ordre public en veillant à la réserve et à la retenue sans pour autant se laisser porter par les provocations et en respectant scrupuleusement les textes juridiques et les règles professionnelles. Il convient de souligner que les dispositions juridiques en vigueur seront appliquées d'une manière ferme et stricte à l'égard de toute personne ayant commis des actes et des comportements punis par la loi, avec toutes les responsabilités et les conséquences juridiques qui en découlent, conformément aux mesures et procédures judiciaires et sous la supervision du parquet compétent. Au 4e jour des manifestations, la contestation pacifique a basculé dans une nouvelle phase de violence. À Oujda, une voiture de police a été retournée sur la voie publique, tandis que des affrontements ont éclaté dans d'autres villes comme Inzgan, où des scènes de tension inédites ont été enregistrées. Retour sur cette nuit agitée dans ce reportage de nos correspondants régionaux avec le récit de Nisrine Hamdawi. Des vitres cassées, des agences bancaires ou d'assurance incendiées et malmenées, une pharmacie pillée et des commerces endommagés. Tous ces dégâts ont été occasionnés à Inzgan lorsqu'une manifestation menée hier par des jeunes s'est transformée en attroupement violent. Les habitants de la ville sont sous le choc. Certains d'entre eux ont assisté à ces violents incidents. J'ai été là lorsque le mouvement de protestation de ces jeunes a basculé dans la violence. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai supplié certains jeunes d'arrêter ces actes. Mais ils ne voulaient pas m'entendre. Ils étaient pour la plupart des mineurs. Ils paraissaient inconscients de leurs actes.
Ils ont mis le feu dans une agence bancaire et ils ont même volé des médicaments d'une pharmacie. Ils ont aussi commencé à jeter des pierres. Les forces de l'ordre ont dû intervenir rapidement pour mettre un terme à l'escalade dangereuse que connaissaient ces formes de protestation. Des manifestations censées être pacifiques. 60 ans que je vis à Inzgan et je peux vous assurer que je n'ai jamais assisté à ce genre d'incident. Nous dénonçons avec force tous ces actes de vandalisme. Ceux qui ont occasionné ces dégâts ne sont pas originaires d'Inzgan. Ils sont venus d'autres régions. Si ces jeunes veulent exprimer leurs revendications, ils ont tout à fait le droit de le faire, mais de manière pacifique. Les revendications des jeunes sont légitimes. Toutefois, quand on voit ces actes de vandalisme, cela nous fait beaucoup de peine, car finalement, c'est le citoyen qui paie le plus lourd tribut de ces agissements violents. Les habitants de la ville d'Inzgan espèrent ne plus revivre ce qu'ils appellent un cauchemar. Pour un regard plus éclairé sur la situation, nous recevons sur le plateau notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Salmi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous l'avons suivi ces derniers jours. La jeunesse est descendue dans la rue pour faire entendre ses revendications. Hier, certains rassemblements ont donné lieu à des débordements. Quelle analyse faites-vous du climat social actuel ? Ça fait donc 5 jours qu'il y a ces manifestations depuis samedi dernier. Première interrogation, évidemment, le climat social, il est difficile, il est lourd. Et sur le plan national, pour un certain nombre de raisons qui sont connues, lesquelles le taux de chômage qui est de 13,2% avec 1 600 000 chômeurs, 300 000 diplômés chômeurs sans emploi, la détérioration du pouvoir d'achat, et puis l'absence de perspective d'amélioration, malgré la politique publique en faveur des aides sociales qui sont intéressantes. Vous savez qu'il y a une aide sociale directe, il y a l'AMO, tout ça, etc. C'est connu. Bien. Deuxième observation, ce sont des manifestations qui se sont cristallisées à partir d'un fait. Lequel ? C'est les 8 femmes qui sont mortes après des césariennes à l'hôpital Hassan II d'Agadir. Je crois que ça, c'était un élément choc, un choc national, parce que tout le monde a pris conscience de la gravité de la situation. Et donc, c'est des répliques. À partir de ce choc, des décès du 15-16 septembre, etc., il y a quelque chose de fondamental. Et donc, ça a contribué à exacerber les attentes sociales, les revendications et un certain nombre de positions sur le déficit du système de santé, bien sûr, et on y a adjoint également le déficit pour ce qui est de l'éducation, et on y a également ajouté un autre fait, la lutte contre la corruption. Donc voilà, bien. Alors il faut observer que ces manifestations se voulaient pacifiques. Elles sont illégales, il faut le dire. C'est illégal, pourquoi ? Parce qu'il y a l'article 29 de la Constitution qui prévoit évidemment la liberté de réunion, de manifestation pacifique, etc. Mais il y a une procédure particulière à cet égard, laquelle il faut une déclaration préalable 3 jours avant. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pourquoi ? Parce que ces jeunes ne sont pas encadrés, ils ne sont pas structurés, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de représentants identifiés, et donc ça a créé une situation complexe où d'ailleurs il y a eu donc ce terreau favorable à la mobilisation qui a tourné aux manifestations pacifiques. Ça, c'est la première séquence. Samedi, dimanche, lundi. Lundi et mardi, les choses se sont compliquées. On est passé à une autre séquence. C'est-à-dire qu'avec les dégâts qui ont été relevés dans votre sujet, c'est extrêmement important et gravissime. Je vais vous donner quelques indications. Il y a eu des arrestations le week-end, notamment dimanche, etc. Mais c'était des vérifications d'identité. Ils étaient relâchés 2 heures après, etc. C'est normal que la police fasse son travail. Alors maintenant, c'est plus compliqué, parce que maintenant, c'est une situation qui s'apparente donc à une sorte de pré-guerre civile. Je vais vous donner un exemple. Vous savez combien il y a eu de blessés parmi les forces de l'ordre ? 263.
C'est énorme. Et plus 23 personnes, 23 civils, bien. Vous savez combien il y a eu de véhicules endommagés, brûlés, de véhicules des forces de l'ordre? 142. Vous savez ce que ça coûte, l'imputation budgétaire de ces 142 véhicules de police qui sont endommagés, brûlés, plus 20 autres d'ailleurs, etc. Donc voilà une situation qui est préoccupante. J'ajoute que quand on observe ce que j'appellerais la géographie des manifestations dans le royaume, c'est une géographie nationale. C'est pas limité à quelques villes, etc. Vous avez, ça a été cité dans votre sujet, Oujda, partout, etc., Khenifra, machin, etc. Je note qu'il y a des provinces qui n'ont pas manifesté, c'est les provinces du Sud. C'est intéressant à relever. Pourquoi? Parce que dans les provinces du Sud, il y a sûrement davantage de responsabilité et de maturité. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Donc nous en sommes là. On parle souvent d'une fracture, d'un fossé grandissant entre les jeunes et les politiques publiques. Aujourd'hui, cette jeunesse fait entendre très fort sa voix. Il va falloir l'écouter. Bien sûr qu'il faut écouter les jeunes. Il faut écouter les jeunes, mais à condition que les jeunes se trouvent des cadres d'encadrement et d'expression. D'abord, je vais vous donner un chiffre, il n'y a que 1% des jeunes, suivant une enquête du HCP, qui sont encartés dans des partis politiques. Il y a seulement 4% qui sont dans des associations. Donc nous avons un monde qui est en dehors des corps constitués et des structures institutionnelles. Ils ne sont pas dans les partis, ils ne sont pas dans les syndicats, ils sont ailleurs. Ils sont dans un monde autre. Nourri essentiellement par quoi? Par les réseaux sociaux que vous avez évoqués. Donc voilà une problématique intéressante et les politiques publiques doivent s'adapter pour ce qui est de leur communication en direction du grand public aussi, mais également en direction de ces jeunes-là qui expriment des attentes légitimes, qui expriment des besoins et qui ont des revendications. Ça a été d'ailleurs, je vous le signale, le communiqué de la présidence de la majorité qui s'est réunie, vous le savez, mardi, qui a publié un communiqué entre les trois partis, le RNI, l'Istiqlal et le PAM. Intéressant, ce communiqué dit qu'il est ouvert au dialogue, qu'il est à l'écoute des revendications des jeunes, etc., qui se propose donc d'ouvrir un dialogue avec les jeunes. La difficulté, ouvrir les dialogues avec qui? Avec quels jeunes? Il faut des structures de représentation, il n'y a pas de leadership. Donc voilà une profession de foi de la majorité, mais qui ne peut pas avoir de suite, puisqu'il n'y a pas de partenaire identifié en face. Et donc, alors, si vous le permettez, un mot, c'est pour dire que le débat doit sortir de cette équation étriquée jeune-gouvernement. Il doit être élargi au plan national en associant les parlementaires, les élus, les syndicats, la société civile, etc. Et donc, face à cette jeunesse, vous le dites, parfois livrée à elle-même, cela pose la question de l'encadrement, mais encore, quel rôle peut jouer l'école, la société civile pour mieux accompagner ces jeunes et leur offrir de réelles perspectives? Il n'y a pas un seul cadre pertinent pour ce qui est donc de la conscientisation des jeunes et les intégrer dans les problématiques de développement du Maroc. Il y a plusieurs cercles. Le premier cercle, vous le savez, c'est le cercle de la famille. C'est la structure sociale de base pour socialiser les jeunes et leur donner un certain nombre de valeurs, de comportements, etc. Bien. Il y a ensuite évidemment aussi l'école qui est la seconde maison, si je puis dire, qui doit être donc un vecteur porteur de valeurs, d'éthique, etc. Et puis c'est une responsabilité nationale. Qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel-là? Ce potentiel-là pour la construction d'un Maroc nouveau, d'un Maroc développé, etc. Il faut peut-être modifier sa communication. Ils ont contesté la construction des stades en disant nous ne voulons pas le mondial, nous voulons autre chose, etc. Il faut leur expliquer que les grands chantiers d'infrastructures qui sont structurants sont une condition du développement du Maroc et qui seront à terme créateurs d'emplois. C'est la problématique de notre politique de développement. Pourquoi nos investissements génèrent peu d'emplois? Ça, c'est un débat qui est posé au gouvernement et aux politiques publiques actuellement. Je vous remercie, professeur Moustapha Shahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous.
Et en réaction à ces événements, l'instance de la présidence de la majorité a affirmé hier être attentive aux revendications sociales, exprimant sa compréhension et sa disposition à interagir avec elles de manière constructive et responsable. L'instance fait valoir le dialogue et le débat au sein des institutions et des espaces publics pour parvenir à des solutions réalistes et applicables au service des causes de la nation et des citoyens. Et la présidence de la majorité de relever dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion consacrée aux derniers développements liés à la rentrée politique et à la conjoncture politique, économique et sociale, qu'après avoir examiné les différentes évolutions liées aux expressions de la jeunesse dans les espaces numériques et publics, la présidence de la majorité salue l'interaction équilibrée des forces de l'ordre, conformément aux procédures légales en vigueur. Guidé par les orientations royales, le contenu dans le discours du trône de juillet 2025, dans lequel Sa Majesté le Roi a appelé à l'adoption d'une nouvelle génération de programmes de développement territorial. L'instance a réaffirmé l'adhésion du gouvernement à la mise en œuvre des hautes directives royales à partir de la loi de finances 2026, notamment pour ce qui est de la mise à niveau globale des espaces territoriaux et le rattrapage des disparités sociales et spatiales, selon une vision de développement équilibrée et inclusive. Consciente des accumulations et des problématiques que connaît le système de santé depuis des décennies, la majorité souligne que l'ambition de réforme exprimée par la jeunesse rejoint les priorités sur lesquelles planche le gouvernement. Soulignant que l'exécutif demeure ouvert aux propositions de toutes les forces vives en mesure de contribuer à l'amélioration du système de santé afin de répondre aux aspirations de l'ensemble des Marocains. L'instance réaffirme son fort engagement à parachever la mise en œuvre du programme gouvernemental fondé sur le renforcement des piliers de l'État social, en rapport notamment avec le chantier royal d'envergure lié à la protection sociale, ainsi qu'à poursuivre l'élan de réforme dans les secteurs de santé et de l'enseignement. Également à la une de l'actualité, le coup d'envoi à Marrakech de la 5e édition du World Power to X Summit. Ce rendez-vous stratégique mondial a réuni aujourd'hui les acteurs de la transition énergétique autour des solutions de décarbonation accélérée. Au cœur des discussions, la feuille de route nationale pour l'hydrogène vert, un segment d'énergie propre où le Maroc entend se positionner en leader. Mohamed Hassan Mskour et Zakaria Mourinbillah. Le Maroc affiche son ambition pour devenir un leader sur le marché mondial de l'hydrogène vert. Face aux enjeux de la transition énergétique durable, cette filière prometteuse offre de véritables opportunités d'investissement et de développement. C'est l'un des objectifs phares de l'organisation du World Power to X Summit. Décideurs gouvernementaux, opérateurs privés et innovateurs croisent leurs regards afin de favoriser une meilleure coopération interrégionale, des investissements à forte valeur ajoutée et encourager l'innovation prospective. Aujourd'hui, l'objectif n'est plus de s'engager dans beaucoup de projets d'hydrogène vert, mais d'opter pour un nombre raisonnable avec un coût d'investissement supportable. Au Maroc, en tant que plateforme future d'export des énergies vertes, nous devons nous pencher aussi sur le cadre législatif et contractuel avec les autres partenaires. L'hydrogène vert est utilisé principalement dans deux secteurs. Le premier est l'industrie. Certaines entreprises nationales comme l'OCP sont qualifiées pour en faire usage et servir de levier pour l'exploitation des projets en cours dans le royaume. La deuxième utilisation de l'hydrogène est le stockage des énergies renouvelables. Pour les spécialistes, la réalisation de cette transformation nécessitera une flexibilité législative et institutionnelle et la mise en place de lois et réformes afin de suivre le rythme des tendances mondiales dans le domaine de l'énergie propre. Cet événement est également une occasion pour lancer des initiatives et des projets communs, tout en faisant la lumière sur les dernières innovations dans le domaine de l'hydrogène vert et des technologies Power to X. Il y a une coopération maroco-sénégalaise pour l'élaboration et la construction d'un gazoduc ouest africain du Sénégal au Maroc jusqu'au Nigeria. Et je pense que, comme l'a dit Madame le ministre dans son allocution d'ouverture, les infrastructures gazières sont un prélude pour le développement de la filière Power to X, notamment la filière hydrogène. La recherche et l'innovation sont vraiment clés dans le développement de nouveaux secteurs au Maroc et à travers justement la compétitivité. Qui dit compétitivité dit innovation et donc recherche. C'est très important pour justement développer des nouvelles technologies autour de ces nouveaux procédés afin qu'on puisse
être compétitif, mais surtout rester compétitif. Capitalisant sur ses atouts, le Maroc propose aujourd'hui aux investisseurs une offre unique dans cette filière stratégique. Avantages concurrentiels, ressources naturelles exceptionnelles et stabilité. La mobilisation des capitaux financiers étant une condition essentielle pour accélérer le déploiement du Power-to-X. Sport football mondial U20, après avoir signé une entrée en lice victorieuse aux dépens de l'un des favoris, une équipe espagnole coriace. Les Lionceaux abordent dans la foulée de cette première performance leur dernière séance d'entraînement avant le choc contre le quintuple champion du monde de la catégorie, le Brésil. À Santiago, les poulains de Mohamed Wahbi cherchent à maintenir le cap. Ils se disent bien préparés à se mesurer à la Seleção. Ce sera à minuit, heure marocaine ce soir. Un duel qui promet d'être haletant et qui scellera surtout le sort du 11 national pour la suite de la compétition. Rappelons que l'équipe nationale U20 est en tête du classement de son groupe avec 3 points devant le Brésil et le Mexique, 1 point chacun. Et cap à présent sur El Jadida, où le salon du cheval se poursuit pour la 2e journée. L'excellence équestre locale et internationale y règne en vedette. Cette année, pour la première fois en Afrique, les chevaux hongrois du prestigieux haras de Szilvasvárd foulent les carrières du salon. Des équidés symboles d'une riche culture équestre. 2 conventions de partenariat portant sur la promotion du patrimoine de la culture équestre ont été signées à cet effet. Abdelfatah Zouine et Maria Ouad. Réputé pour ses races de chevaux emblématiques tels que le mythique Nonus ou encore le Lipizzan ou le Kisber-Felver, et riche de ses traditions équestres millénaires. La République de Hongrie a été mise à l'honneur lors de cette 16e édition du Salon du Cheval d'El Jadida, afin de promouvoir notamment la reconnaissance mutuelle des traditions et du patrimoine équestre qui unissent les 2 pays. Le Maroc et la Hongrie sont tous les deux des peuples liés à l'histoire du cheval, liés dans leur histoire, leur tradition à cheval. Les Hongrois étaient un peuple nomade qui sont installés en Europe, voyageaient à cheval, et donc on a une tradition très longue de l'élevage des chevaux, une tradition millénaire. Et pour ce faire, le Royaume et la République de Hongrie ont signé 2 conventions visant à promouvoir et à préserver les conditions d'élevage et de reproduction de ces iconiques races, parmi lesquelles les légendaires chevaux barbes et arabes barbes. Ces conventions portent sur plusieurs axes. Elles concernent notamment la promotion du patrimoine équestre marocain et hongrois et visent à développer les techniques culturelles et commerciales. Le volet de l'élevage a lui aussi été soulevé afin de diversifier l'utilisation des chevaux barbes et arabes barbes. En véritable espace d'échange et de dialogue entre les différents acteurs équins. Le salon du cheval d'El Jadida apparaît comme une véritable vitrine du savoir-faire marocain au service d'une coopération win-win. Couleur du ciel, avant de refermer ce journal, retenez cette alerte météo. Des averses orageuses localement fortes sont attendues dès ce soir et demain dans les provinces d'Aousserd, Oued Dahab et Boujdour. Ces provinces seront traversées jusqu'à demain midi par des passages pluvieux compris entre 60 et 100 mm. Le temps sera également pluvieux à Laayoune et Tarfaya où les hauteurs de pluie attendues avoisineront les 35 à 45 mm. Gardez donc vos parapluies à portée de main. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le retour de l'info est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.